Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité au Rwanda, le président sortant Paul Kagame, officiellement désigné candidat à la présidentielle. Il a été investi ce samedi par son parti, le FPR, le Front patriotique rwandais. Et le bras de fer se poursuit au Mali entre au pouvoir et opposition sur la révision de la Constitution. Une nouvelle manifestation de l'opposition s'est tenue ce samedi dans la capitale Bamako contre le nouveau texte qui prévoit un changement de l'architecture institutionnelle actuelle. Et la prochaine émission obligataire augmentera le risque de surendettement du Ghana, prévient le Fonds monétaire international. Une dette qui, à la fin 2016, avait atteint 73% du PIB. Le chef de l'État sortant, Paul Kagame, est officiellement candidat à sa propre succession. Il a été investi ce samedi par son parti, le Front patriotique rwandais, homme fort du Rwanda. Depuis 1994, il est ainsi autorisé à briguer un troisième mandat. Cette année, le scrutin est fixé au 4 août et il part déjà grand favori. Sharon Kamara. C'est la fin d'un faux suspense. Sans surprise, le parti au pouvoir au Rwanda, le Front patriotique rwandais, a désigné samedi 17 juin le président sortant Paul Kagame, candidat du parti pour les élections prévues le 4 août 2017. Vous m'avez demandé de rester et je suis resté. Nous devons faire les choses différemment et travailler plus dur pour que les 7 années à venir nous donnent une sorte de transition. Je vous demande de vous battre avec moi afin de surmonter les défis qui vous ont contraint à me demander de rester. Au pouvoir depuis 2000, le président Paul Kagame a la possibilité de briguer un troisième mandat depuis qu'il a fait modifier la constitution du pays en 2015 à la suite d'un référendum. Celle-ci a permis de rallonger la durée des mandats à 7 ans. Elle permet surtout au président Kagame de se représenter pour un troisième mandat de 7 ans, puis à 2 autres de 5 ans. Ce n'était pas vraiment une surprise parce que depuis l'année, lors du discours annuel, le président a, d'une façon ou d'une autre, annoncé qu'il va accepter si le FPR le demandait. Donc, le fait qu'il sentait déjà que le FPR peut le désigner comme candidat. Donc, le 4 août, ils seront environ 6,8 millions de Rwandais à aller voter. Jusqu'à présent, ils sont 5 candidats à avoir déclaré leur volonté de se présenter à l'élection. La liste provisoire des candidats sera présentée le 27 juin et les noms des candidats qualifiés seront publiés le 7 juillet, une semaine avant le début de la campagne. Au Mali, l'affront contre le projet de révision de la Constitution prend de l'ampleur. Le référendum est prévu pour début juillet. Une nouvelle manifestation s'est tenue ce samedi contre cette révision qui, pour l'opposition, était moyen de donner plus de pouvoir au président de la République. Reportage notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis l'annonce de la révision constitutionnelle, des voix discordantes se font entendre de plus en plus. Réunis au sein d'une plateforme dénommée Ante Ambana, mouvement de la société civile, hommes politiques, artistes ont marché ce samedi 17 juin pour dire leur mécontentement. Ils étaient des milliers de la place de la Liberté au monument de l'indépendance, et ce pendant 3 heures. Ils crient leur ras-le-bol face aux velléités du pouvoir en place de modifier la Constitution. Nous voulons en fait qu'il n'y ait pas de référendum du tout. Le pays n'a pas besoin de ça. Le pays a besoin du bilan de Ibeka. Personnellement, je ne suis pas contre le principe de révision de la Constitution. Mais je suis contre un tripatouillage. Et il y a un fort soupçon de tripatouillage sur le processus en cours. C'est pourquoi nous sommes sortis. Étant entrepreneur, notamment de la diaspora, rentré au Mali et qui développe son entreprise entre les 2 continents, on est face à beaucoup de difficultés qui font peur, qui font mal. Et voir la jeunesse mobilisée aujourd'hui, c'est un message que la jeunesse lance aux gouvernants. Pour les organisateurs, le Mali n'a pas besoin d'un scrutin de ce genre en ce moment. Motif invoqué, l'insécurité qui se vit au centre et au nord du pays, mais aussi l'occupation de certaines zones qui échappent au contrôle de l'État. Pour nous, c'est un jour de gloire. Le peuple malien a montré qu'il peut être uni au moment les plus difficiles. Aujourd'hui, c'est la vie du peuple qu'il s'agit. C'est la vie de notre pays qu'il s'agit. C'est de l'avenir du Mali qu'il s'agit. Les jeunes du Mali, les femmes, les artistes, les intellectuels, même les chefs religieux et tous les partis de l'opposition se sont réunis pour montrer leur mécontentement et leur colère. Nous sommes en colère contre le tripatouillage de notre Constitution. Nous sommes en colère parce qu'on veut instrumentaliser notre Constitution. Nous sommes en colère parce que le président veut s'arroger des pouvoirs indéfinis.
La plateforme créée il y a à peine une semaine entend amener le gouvernement à renoncer au projet de révision de la Constitution. La campagne pour le référendum, quant à elle, démarre ce 23 juin pour s'achever le 7 juillet à minuit. Pour le gouvernement tunisien, la guerre menée contre la corruption ne s'arrêtera pas aux hommes d'affaires. Le financement des associations est également passé au crible. Des associations qui disposent désormais d'un mois pour informer les autorités de leurs sources de financement. Les précisions de Sharon Kamara. Dans le cadre de son projet de lutte contre la corruption, l'État tunisien a annoncé la dissolution de 16 associations ainsi que le gel de 50 autres. Celles-ci ont été condamnées pour non-révélation de leurs sources de financement. L'annonce a été faite par Ahmed Zarouk, le secrétaire général du gouvernement. Le décret loi numéro 2011-88 accorde au gouvernement la latitude de diriger l'activité des associations et de prendre les mesures judiciaires nécessaires, à savoir le recours par ordonnance sur requête au tribunal de première instance de Tunis pour demander la suspension des activités et des associations dont le financement étranger n'est pas connu. Le décret sur lequel s'appuie l'État accorde un délai de 30 jours aux associations pour régulariser leur situation et présenter les documents requis pour éviter leur dissolution. Dépassée cette date, l'activité de ces 50 associations seront suspendues, leurs voies de recours seront alors épuisées et leurs biens entièrement liquidés. Le pays traverse une situation, depuis la crise qui a été déclenchée suite au printemps arabe, une situation qui est assez délicate et qui continue aujourd'hui. C'est une campagne anticorruption. De toute façon, à tout moment, le gouvernement peut lancer une campagne anticorruption, mais au regard de la situation politique actuelle du pays, on se demande s'il n'y a pas d'autres agendas en dessous de la volonté politique d'engager cette campagne anticorruption maintenant. L'opération anticorruption qui se déroule actuellement en Tunisie est une promesse de campagne qu'avait fait le chef du gouvernement, Youssef Chahed, au moment de sa prise de pouvoir en août 2016. Celle-ci a véritablement démarré en mai 2017 avec l'arrestation et le gel des biens de plusieurs hommes d'affaires tunisiens. La création d'entreprises est dans une bien meilleure conjoncture en Algérie, plus 15% au premier trimestre de cette année, soit 5000 sociétés de plus, essentiellement dans le secteur du bâtiment et des infrastructures énergétiques. Et c'est dans le wilaya d'Alger où l'on assiste le plus à l'arrivée de toutes ces nouvelles entreprises. Et le Ghana présente un niveau élevé de risque de surendettement. C'est ce qu'indique le FMI. Et si l'institution est aussi alarmiste, c'est qu'un peu plus tôt, en avril 2017, le pays a annoncé son intention de réduire le stock de sa dette publique à travers une nouvelle émission obligataire. Les précisions de Birama Saunera. Au Ghana, le risque de surendettement pourrait s'accroître à l'issue de la prochaine émission obligataire prévue par le gouvernement. Cette alerte du Fonds monétaire international intervient quelques semaines après l'annonce faite par les autorités d'aller très prochainement sur le marché des obligations libellées en monnaie locale. Le montant des obligations dédiées au financement de la dette et les arriérés accumulés par les entreprises publiques elles-mêmes augmenterait le stock de la dette publique. Le Ghana reste à un niveau de risque de surendettement. Un assainissement budgétaire continu serait nécessaire pour réduire la dette du secteur public. Courant mai, le gouvernement ghanéen avait annoncé qu'il mobiliserait 2,3 milliards de dollars pour apurer les dettes contractées par la Société nationale d'électricité et les fournisseurs de services pétroliers publics auprès des banques et d'autres institutions de crédit. Pour l'heure, les autorités ghanéennes ne sont pas du même avis que le FMI. Le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Ghana, Ernest Addison, avait récemment déclaré que ces obligations ne gonfleraient pas le stock de la dette publique si le gouvernement les émettait dans un véhicule ad hoc et utilisait des prélèvements sur le secteur de l'énergie pour le remboursement. Si nous procédons comme prévu, les obligations pourraient ne pas nécessairement faire partie de la dette publique. Cela dépend du mécanisme de mise en œuvre. Depuis 2012, le Ghana fait face à une situation économique difficile. La volatilité de la monnaie locale, le Ghana cédie et la chute des cours du pétrole ont fragilisé l'économie. Fin 2016, la dette du deuxième plus grand producteur de cacao au monde a atteint 73% du PIB. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.